C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, journée test pour la plateforme C64 en République démocratique du Congo. Les partis d'opposition qui la composent ont appelé à une journée ville morte ce mercredi. Objectif, refuser la modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Plusieurs responsables du parti islamiste Ennahda condamnés à de lourdes peines en Tunisie. Son chef historique, Rached Ghannouchi, a écopé de peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour terrorisme. Nous ferons le point à Tunis et avec notre invité, l'avocat Brahim Belri. L'opération séduction du nouveau président béninois dans la région. À peine élu, Romuald Ouadani s'est rendu chez ses voisins pour renforcer les relations avec le Bénin. Les pays de l'AES avec lesquels les relations ont été compliquées n'ont pas été boudés. Au contraire, nous serons à Cotonou à la fin de ce jour. Journée ville morte à Kinshasa ce mercredi, une initiative à l'appel d'une partie de l'opposition regroupée dans la plateforme C64. Il s'oppose à la modification de la Constitution qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. La correspondance d'Aurélie Bazara-Kibangoula. Sur les principaux axes de Kinshasa, la circulation était timide. Il y avait des mototaxis, mais beaucoup moins que d'habitude. Très peu de transports en commun. On était loin des embouteillages habituels. Dans les marchés, certains vendeurs sont venus, mais la majorité ont laissé leurs étals vides. Certaines boutiques sont restées fermées. Alors certains Kinois nous ont aussi dit être restés à la maison par crainte de débordement. L'appel à la ville morte a été lancé par la coalition C64 qui regroupe notamment Martin Fayoulou et Deli Sessanga. Alors ces opposants ont appelé les Kinois à rester chez eux pour s'opposer au projet de changement de constitution porté par la majorité au pouvoir. Il y a une manœuvre politique et très dangereuse, vouloir la confiscation du pouvoir. Voilà, les peuples ont respecté de rester à la maison et d'observer la situation. Est-ce que si nous sommes dans un pays qui est soi-disant démocratique, les règles des jeux de la démocratie doivent être observées à la loupe? Donc on ne peut pas exercer le pouvoir par la force ou faire les histoires par la force. Quand Goma était tombé, on n'a pas vu des villes mortes appelées par les opposants. Et maintenant, c'est pour leurs intérêts, c'est par là qu'ils ont commencé maintenant à manipuler la population. Cette journée ville morte était une sorte de test pour l'opposition sur sa capacité à mobiliser. Dans un communiqué, la plateforme C64 félicite les Congolais pour avoir répondu nombreux à cet appel. Alors depuis plusieurs semaines, les partisans de la majorité au pouvoir mènent une campagne en faveur d'un changement de la Constitution, affirmant qu'elle n'est plus adaptée aux réalités congolaise. Le président Félix Tshisekedi a déclaré qu'il n'était pas opposé et qu'il accepterait un troisième mandat si le peuple congolais lui demandait. En Tunisie, plusieurs responsables du parti islamiste Ennahda, dont son chef Rached Ghannouchi, ont été condamnés mardi à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour terrorisme. Ils sont entre autres accusés d'être impliqués dans l'assassinat de deux figures de gauche, Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi. Les précisions à Tunis de Lilia Blaise. Ce verdict a provoqué une onde de choc au sein du parti islamiste Ennahda à cause de la sévérité des peines prononcées. Le chef du parti, âgé de 84 ans, Rached Ghannouchi, a écopé de la prison à perpétuité et également d'une peine de prison complémentaire de 30 ans pour terrorisme. Alors il est incarcéré depuis 2023 dans le cadre d'autres affaires et avec cette nouvelle affaire, il totalise des peines allant jusqu'à 106 ans de prison en plus de la perpétuité. L'ancien officier de l'armée Kamel Bedoui a également écopé de la prison à vie et l'ancien cadre d'Ennahda ainsi qu'ancien chef du gouvernement et ministre de l'Intérieur Ali Larayed a lui écopé d'une peine de 42 ans de prison. Alors de ce procès on sait peu de choses parce qu'il s'est tenu à huis clos. Il s'agit de l'affaire dite de l'appareil secret d'Ennahda, une sorte de chambre noire qui aurait servi au moment où le parti était majoritaire au sein du gouvernement après la révolution
révolution pour infiltrer les institutions sécuritaires et commanditer les assassinats de 2013. Alors le parti Ennahda a toujours réfuté l'existence d'une telle organisation et a toujours nié son implication dans ces assassinats. Il a publié un communiqué dans la foulée du verdict pour dénoncer des conditions non équitables du procès, mais aussi des accusations infondées et une affaire éminemment politique, selon les mots du communiqué. Brahim Belrith, avocat au barreau de Paris et de Tunis et président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter cette actualité tunisienne. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler de cette affaire d'appareil secret qui aurait perpétré et préparé l'assassinat de figures de l'opposition? Merci pour l'invitation. Alors, cette affaire, c'était au départ en 2018 avec une plainte déposée par un pool d'avocats représentant des factions partisanes. Il s'agit en l'occurrence du parti El Ouattad et le courant populaire. Ça a stagné. Puisqu'il n'y a pas vraiment de la matière. Et puis, en 2022, c'est la ministre de Justice de Kais Saïd, une fois mis la magistrature au pas, qui a relancé cette affaire en ajoutant d'autres personnalités de Ennahda et des sécuritaires. Et elle a essayé de relancer cette affaire. Même le parquet à l'époque et le juge d'instruction qui était saisi ont officieusement révélé au parquet général qu'il s'agit d'un dossier inconsistant, qu'ils ne peuvent pas avancer. Alors ils sont dessaisis du dossier et démis. Et on a bien sûr des magistrats qui exécutent bien ces instructions. Un dossier inconsistant qui passe comme une lettre à la poste pour la chambre d'accusation et la cassation. On finit par un procès à la Kais Saïed, c'est-à-dire sans aucune garantie de procès équitable. Et c'était à huis clos. Les accusés n'ont pas eu leur fondamental droit d'assister en présentiel. Donc même ceux qui ont accepté la visioconférence ont été coupés, ils n'ont pas pu s'exprimer. Et après ce simulacre de procès, on a des peines d'une lourdeur Alors inédite. justement, on va parler de ces peines. Le verdict a surpris beaucoup de monde. Des peines de prison à vie, assorties de peines de sûreté de 30 ans et d'un contrôle administratif à la sortie de prison. C'est même plus un procès kafkaïen, ça devient absurde. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un message politique derrière ces condamnations? Oui, tout d'abord, il faut dire que la condamnation a été sur 3 chefs. Premièrement, c'est le fait d'accepter de se substituer à des autorités suite à des troubles. Le deuxième, c'était de s'accaparer de secrets de défense sans avoir la qualité et la formation d'une entente terroriste. Donc, comme vous voyez, il ne s'agit pas ni d'assassinat, ni d'attentat, ni de rien. Ça, c'est pour la teneur ou de quoi sont condamnés. Je reviens maintenant sur la lourdeur de ces peines. Oui, il y a 2 aspects. Le premier, bien sûr, c'est un règlement de compte et pour le parti Ennahda et son chef et ses leaders, mais aussi des factions du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas avec Kais Saïed. Et apparemment, il y en a même des fonctionnaires qui ont excellé dans leur travail en antiterrorisme. Mais vu qu'il y a toujours des guerres de clans, ils sont dans le mauvais clan. Donc ça, d'une part, et d'autre part, ça sert à la désertification de la sphère publique en Tunisie, c'est-à-dire terroriser quiconque qui ose faire de la politique ou s'opposer au régime en place.
c'est contradictoire, oui. Bon, normalement, on n'a que le dispositif maintenant. On ne sait pas comment. Il n'y a pas eu recours aux articles 54-55 et suivis du Code pénal, c'est-à-dire le concours des faits ou l'annexion des peines. Mais voilà, on a des condamnations à perpétuité et de lourdes condamnations de prison. C'est pas, il faut peut-être la samsara des hindous, une deuxième vie. Pour ça, cerise sur un gâteau, le contrôle administratif, qu'on ne sait pas où ou quand ça va être exécuté. Alors, dernière question, parce que le temps passe très vite. Qu'en est-il ce soir des autres condamnés Saadia Mosbah, Sonia Dahmani, Morad Zridi, Abir Moussi. La liste est très longue. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas aujourd'hui ? La communauté internationale, c'est un problème planétaire, c'est-à-dire le récit des droits de l'homme et de l'état de droit. Bien sûr, à des niveaux différents, on connaît une érosion et ça se répercute sur ce genre de situation où, notamment, M. Kais Saied considère que le respect des droits de l'homme n'est pas dû pour la dignité humaine de son peuple, des Tunisiens, mais comme si il faisait ça pour les pays qui octroient des crédits ou ont une certaine influence sur la Tunisie, d'où la tragédie, quoi. Merci beaucoup, Brahim Belrith, avocat au barreau de Paris et de Tunis, président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. 5 pays en une semaine. Le président du Bénin, Romuald Wadani, a décidé de prendre contact avec ses voisins, y compris les pays de l'AES avec lesquels les relations étaient tendues. Sous Patrice Talon, la correspondance à Cotonou d'Emmanuel Sodji et de Jules Akabassi. Une première sortie ce lundi 1er juin consacrée à son puissant voisin. Le Nigeria rencontre à Abuja avec son homologue Bola Tinubu. Et vous le savez, les liens entre les deux pays sont très forts. Il existe d'ailleurs de nombreux accords bilatéraux. Et puis aussi, c'est l'armée nigériane qui est intervenue pour soutenir le Bénin lorsqu'il y a eu cette tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Ensuite, mardi, direction Niamey, Romuald Wadani a été reçu en grande pompe par le général Tiani. Les relations s'étaient beaucoup dégradé au moment du coup d'État au Niger de 2023 et le nouveau pouvoir de Niamey a accusé Cotonou de chercher à le déstabiliser. Alors en tout cas aujourd'hui, le contact entre Niamey et Cotonou est renoué et à haut niveau. Les deux dirigeants s'engagent désormais à travailler ensemble. Ils ont exprimé leur engagement à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Et puis à Ouagadougou, avec Ibrahim Traoré et Romuald Wadani, il a été beaucoup question de coopération sécuritaire, économique. Ils ont souligné la nécessité de bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et la recherche de solutions concertées aux défis communs. Puis ce mercredi, c'est Lomé. Chez Fournier-Simbé, sous l'air Talon, les relations entre les deux pays n'étaient pas au beau fixe. Et cela depuis que Rekia Madougou, ancienne conseillère du dirigeant togolais, a été placée en détention. Nouveau coup de froid depuis la tentative de coup d'État au Bénin et l'assistance présumée d'éléments togolais qui auraient aidé le cerveau de l'opération, Pascal Tigri. En tout cas, toutes ces étapes au sein de l'AES montrent que Romuald Wadani choisit de s'orienter pour l'instant sur le sécuritaire et l'économie et moins sur le politique. Pas de date encore prévue pour Bamako. Les relations AES-CEDEAO n'ont pas été mises en avant pour l'instant et le président béninois bouclera sa tournée régionale avec Abidjan puis Accra. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.